Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, pour commencer, le gouvernement fera un pas de plus dans la lutte contre les trafics illicites. Plusieurs propositions visant à améliorer la surveillance avant et après le vol ont été présentées hier lors du Conseil des ministres suite au constat des lacunes au sein de l'aéroport international d'Ivato. Je dis Kalrajenirin pour plus de détails. Comme dans tous les pays, surtout en tant qu'île, l'aéroport est la première porte d'entrée des touristes, mais il est aussi devenu une porte de sortie des richesses naturelles. Si l'on se réfère à l'année dernière, pour le secteur aurifère, 73 kilos d'or ont été exportés illicitement en Afrique, si 49 kilos ont été exportés illicitement aux Comores. Ce sont juste des exemples, car la réalité est bien supérieure. En octobre 2020, le ministère des Mines et des Ressources stratégiques a suspendu toutes les exportations d'or. Néanmoins, 73 kilos ont été bel et bien exportés. En janvier 2021, le ministère a réitéré cette suspension d'exportation, mais 49 kilos d'or ont été bien dissimulés et n'ont pu être découverts qu'aux Comores. De nombreuses lacunes ont été remarquées lors des descentes effectuées par le ministre de la Sécurité publique en février dernier. Pour les corriger, des mesures ont été proposées lors du Conseil des ministres d'hier. Ainsi, les dispositions au sein de l'aéroport international d'Ivato seront renforcées afin de préserver nos ressources naturelles. Parmi ces mesures prises, le renforcement de capacité des agents et l'identification des meilleurs emplacements pour les caméras de surveillance. Toujours un reportage de Judica El-Rajenirin. Pour corriger les nombreuses lacunes constatées, des mesures ont été proposées. Il s'agit notamment de renforcer les capacités des agents avant de les réintégrer au sein de la police de l'air et des frontières, ainsi que le contrôle des agents protocolaires au niveau des différents ministères. Une liste des agents de protocole pouvant accéder en sous-douane sera également établie. Il a également été souligné durant le Conseil des ministres d'hier que les passeports diplomatiques devront être gardés au niveau du ministère des Affaires étrangères et leur utilisation par leur titulaire ne pourra se faire qu'avec un ordre de mission. Les autorités vont également identifier de meilleurs emplacements pour les caméras de surveillance à l'aéroport. Par ailleurs, des hôtesses seront mises à disposition pour mieux orienter les passagers. Une réhabilitation du poste de contrôle de la PAF est également envisagée, ainsi que le renforcement du contrôle au niveau de l'accès pour le grand public. L'installation de postes d'inspection filtrage permettant de mieux contrôler les bagages et les passagers est également prévue. Toutes ces mesures sont prises afin de mettre fin au trafic illicite. Et dans l'objectif de mettre en place une justice crédible et d'établir une administration efficace, le ministère de la Justice recrutera 1220 agents. Un concours ouvert au public sera communiqué ultérieurement. Comme décidé au Conseil des ministres d'hier, ce nouveau recrutement est conforme à l'administration et inscrit dans la loi des finances 2022. À cet effet, 100 élèves magistrats, 200 élèves greffiers, 20 élèves inspecteurs d'administration pénitentiaire, 50 élèves contrôleurs pénitentiaires, 50 élèves éducateurs spécialisés, 50 élèves greffiers comptables, 50 élèves encadreurs d'administration pénitentiaire et 700 pénitenciers seront recrutés. Le président de la République est strict par rapport à ces concours administratifs. Selon lui, aucune forme de corruption ne sera tolérée, chacun devrait mériter sa place. Dans les actualités également, le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat est en cours de finition des travaux de construction du projet présidentiel immeuble Mour, si à Ivato. Il s'agit de 9 immeubles comprenant 135 appartements. Le secrétaire d'État a expliqué aujourd'hui les modalités d'acquisition et les critères pour en bénéficier en système de vente-location. Nzara Njiansu et Natera Koutmav. Ce sont les premiers modèles des immeubles que nous voyons déjà érigés ici à Ivato. Ils sont au nombre de 9 sur les 38 qui seront construits ici. Durant les 2 ans de sondage et d'enquête sur les personnes désireuses d'acquérir les logements sociaux, 14 000 se sont inscrites pour l'achat de ces logements pour Analamang. Et pour cette première édition, ce sont parmi les premiers qui auront le privilège d'en bénéficier.
Ceux qui sont inscrits après le sondage attendront les prochaines éditions. Selon le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, l'acquisition se fait par système de vente-location. L'État malagasy collabore avec les banques pour le paiement des logements, soit un crédit immobilier. Les fonctionnaires ainsi que ceux qui ont un emploi stable de revenus mensuels dans le privé seront priorisés. La banque prendra en main les dossiers pour ceux qui ont rempli ces critères d'acquisition. Et à l'achat se fera en 15 ans selon un mode de paiement établi par la banque. Il peut être mensuel ou par tranche de montant avec les intérêts et autres dispositions contractées avec la banque. L'avantage est que l'État appuie les acquéreurs en payant le prix du terrain, les biens communs comme l'électricité et autres. Le prix est encore à définir avec le président de la République selon toujours le SENVH. Outre Analamang, 80 logements ont été déjà construits à Nouzbé, de même pour Diego, Tuamas Nemurundav, 20 logements à Mbovumbe Anjouy, 30 à Majunga, outre les 320 logements déjà en cours à Imersiatousk. Au total, 40 000 logements seront construits dans tout le pays. Dans les actualités sociales, l'approvisionnement des intrants de santé par drone au niveau des communes et districts enclavés a été lancé officiellement ce jour dans la commune d'Atété-Zambar, district de Tuamasna 2. Il s'agit d'une nouvelle stratégie initiée par le ministère de la Santé publique en partenariat avec le projet Impact, financé par l'Agence américaine pour le développement international, USAID, dont l'objectif est d'assurer la disponibilité des médicaments et produits de santé dans les zones enclavées. Antoniana Martina. La phase pilote de la livraison d'intrants de santé par drone a été mise en œuvre dans les régions Sava, Sofia, Analandsroof et Atsnanan en août 2019. L'intégration du circuit de distribution communautaire des intrants de santé vers le circuit et le renforcement de la chaîne logistique sanitaire ont été entamés. Depuis son déploiement, la phase pilote de la livraison par drone a pu livrer des intrants antipaludiques, des vaccins et des produits utilisés pour la planification familiale dans les zones enclavées dans ces 4 régions. Les drones ont permis de desservir 100 CSB et points d'approvisionnement communautaire avec 1220 vols effectués et plus de 99 000 km parcourus. L'objectif dans ce projet livraison des intrants santé par drone, c'est d'assurer la disponibilité des produits de santé et médicaments de qualité à toute la population malagasy. Face à la problématique de l'accessibilité dans les zones enclavées, d'après le ministre de la Santé publique, professeur Zelranja Manhattan, ce jour. Financé par le projet Impact de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, cette approche a été initiée par le ministère de la Santé publique afin d'atteindre l'objectif du VELRAN numéro 5 du président de la République malagasy. La vérité, c'est qu'il y a les communautés ici qui sont tellement difficiles pour les médicaments d'arriver, pour la logistique de livrer les médicaments essentiels, particulièrement les vaccins contre les choses comme le rougeole et le Covid. Donc nous sommes très contents d'avoir un système qui peut amener les choses essentielles dans les petits villages qui sont tellement difficiles pour arriver là et d'assurer que tous les peuples de Madagascar ont l'accès égal à le soin de santé et parce que tout le monde ici, ils ont le droit d'avoir la bonne qualité de santé, le bon niveau de santé. Pour rappel, l'Agence américaine de développement international USAID finance le projet Impact à hauteur de 48 millions de dollars. La cérémonie de lancement officiel de la livraison d'intrants santé par drone et de l'intégration des points d'approvisionnement du circuit communautaire vers le circuit public a eu lieu ce jour dans la commune d'Atété-Zambar, district de Tuamasna 2. Et puis, les femmes regroupées au sein de l'association Vayav Miavtse reçoivent immédiatement la sécurité sociale du gouvernement et de la Banque mondiale, comme l'explique aujourd'hui la ministre de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme. L'assistance aux victimes de l'épidémie de Covid-19 est en cours pour permettre à la population de se rétablir rapidement. Cela inclut le projet Tuskafamen, dont les 6 arrondissements de la capitale d'Antananarive ont bénéficié aujourd'hui. Les détails avec Miarvulat Sferen et Anzara Zanarvelu.
Aide financière, soutien matériel et formation. Tout cela fait partie de la sécurité sociale fournie par le gouvernement malagasy à travers le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la promotion de la femme et financée par la Banque mondiale. L'objectif est d'aider la population à se rétablir après l'épidémie de Covid-19. Les femmes membres de l'association Vayav Miavtse en bénéficieront selon le ministre de tutelle Swafilira Princia. Vaccins, Ankunanamiachk, Tuskiafamenu sont inclus dans les filets de sécurité sociale élaborés par le gouvernement pour atténuer les difficultés de la population. Aujourd'hui, environ 2000 femmes de 6 arrondissements de la capitale d'Antananarive ont bénéficié de Tuskiafamenu. Cette distribution entre également dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Par la même occasion, la ministre a encouragé les femmes à entrer dans l'association Vayav Miavtse. Une sensibilisation au planning familial a également eu lieu. Pour terminer les actualités locales, la société SMGD, gestionnaire des parkings d'Antananarive, a décidé que le stationnement devant Zemek à Nalakel est désormais interdit. Les vendeurs trouvent cela injuste car d'autres parkings aux alentours sont gérés par les racoleurs alors que la SMGD n'agit pas à leur encontre. L'absence de stationnement devant le restaurant malagasy Zemek freinera les éventuels clients, déplorent les restaurateurs qui exercent au sein du Zemek. La société de gestion des parkings de la commune urbaine d'Antananarive, SMGD, a décidé d'interdire le devant de Zemek, une décision contestée par les restaurateurs. D'autre part, la présence de parkings dans le quartier et gérée illégalement par les racoleurs semble inquiéter ces derniers, surtout que le SMGD ne prend aucune mesure à leur encontre. Toujours selon le délégué des restaurateurs du Zemek, ce restaurant ne suit pas les normes s'il ne dispose pas de parking pour les clients. Et nous voici donc à l'actualité internationale. Cela fait un mois que la Russie a lancé ses troupes sur l'Ukraine et qu'elle bombarde sans relâche les grandes villes du pays. Mais l'armée russe ne parvient pas à s'en emparer totalement car au sol, les contingents ne progressent plus. Par endroits, même ils reculent. C'est le cas à Kiev, la capitale. France 24. Moscou pensait faire tomber Kiev rapidement, mais un mois après le lancement de l'offensive russe, la capitale résiste toujours. Les Russes avaient prévu d'être à Kiev il y a 3 semaines déjà. Mais les Ukrainiens ont détruit les plans des Russes et ont montré qu'ils ont de bonnes tactiques et qu'ils défendront la ville. Pour l'instant, les troupes russes sont tenues à distance du centre-ville, mais des bombardements continuent de faire des victimes et de détruire des bâtiments. C'est en périphérie que tout se joue. Au nord-ouest, la zone d'Irpin était ce mercredi le théâtre d'intenses combats. Mais les troupes russes font face à une forte résistance des Ukrainiens. Elles ont aussi été stoppées autour des localités de Boutcha et Hostomel. Plus loin, toujours à l'ouest, à Makariv, les Ukrainiens ont même contre-attaqué et affirment avoir repris du terrain à 75 km du centre de Kiev. C'est à l'est que se concentre le gros des combats. Même si, là aussi, les Ukrainiens tiennent bon. Nous sommes sous un bombardement constant. Artillerie lourde, tanks, canons. Ils utilisent le calibre 120. Ils bombardent les civils aussi. Alors pour se protéger, ces soldats creusent des tranchées à l'aide de pelles. C'est par le nord que les Russes maintiennent la pression. Mais le verrou clé de Brovary résiste toujours. Un peu plus au sud, à Borispil, le maire a conseillé à ses habitants de quitter les lieux. Selon le Pentagone, à l'est de Kiev, l'armée russe aurait reculé de plus de 30 km en 24 heures. Les conséquences de cette guerre en Ukraine sont nombreuses. Augmentation du prix de pétrole, mais aussi des matières premières. De quoi faire craindre une crise alimentaire, notamment en Afrique. L'Ukraine et la Russie sont les principaux fournisseurs de blé de nombreux pays du continent. France 24. L'aide de pain, incontournable des repas en Égypte, devenu aussi un indicateur de la crise alimentaire. Leurs prix ont augmenté de 25%, conséquence de l'invasion russe en Ukraine, car l'Égypte est le plus gros importateur de blé au monde. Et l'an dernier, 70% de ces céréales
provenaient de Russie et d'Ukraine. Ce blé, très précisément, est utilisé dans le pain subventionné. Un pain qui profite à 80 millions d'Égyptiens qui sont inscrits sur les cartes de subvention et donc qui pourraient ne pas en bénéficier en quantité suffisante si on ne trouve pas moyen d'importer du blé. La Russie et l'Ukraine représentent à elles seules un tiers des exportations de céréales dans le monde. Avec le blocage de ces ports, l'Ukraine ne peut plus exporter, la récolte de cette année est incertaine et les sanctions prises contre la Russie devraient perturber les exportations. L'Égypte n'est pas le seul pays à voir ses réserves de céréales impactées. Le Kazakhstan, la Mongolie, le Liban ou encore la Turquie dépendent de la Russie et de l'Ukraine à plus de 70%. Sur le continent africain, les craintes d'une pénurie se font aussi ressentir en Somalie, au Bénin, à Madagascar ou encore en République démocratique du Congo. En Tunisie aussi, les boulangers voient leur stock de farine s'amenuire. Les conséquences pourraient être encore plus graves au Soudan, où plus de 85% du blé du pays provient de Russie et d'Ukraine. Près d'un Soudanais sur deux pourrait souffrir de la faim cette année. D'ici la fin de l'année, près de 20 millions de personnes, soit près de la moitié du pays, seront en situation d'insécurité alimentaire. Une insécurité alimentaire qui va de pair avec l'inflation. Déjà fragilisés par la crise sanitaire et l'instabilité régionale, de nombreux pays africains pourraient voir leur économie sombrer un peu plus. Macky Sall, président sénégalais mais aussi de l'Union africaine, a demandé mardi le soutien de la Banque mondiale et des partenaires internationaux pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Des millions d'Ukrainiens ont fui leur pays en guerre vers l'Union européenne pour soutenir ces réfugiés. Les 27 ont activé la directive de protection temporaire, de quoi leur permettre de résider et travailler dans les pays de l'Union. L'Espagne a décidé de l'étendre aux Ukrainiens sans papier vivant déjà dans le pays. France 24. De Pedro Sanchez, Liliel a regardé plusieurs fois avant d'y croire. Il y a 100 000 Ukrainiens qui vivent aujourd'hui en Espagne. Nous avons décidé d'étendre le régime de protection européen pour leur permettre de vivre et de travailler légalement dans notre pays. Il y a 3 ans, cette Ukrainienne a rejoint l'Espagne. En 2014, j'ai pris peur lorsque la guerre a éclaté dans le Donbass. J'ai senti ensuite que ça allait empirer, alors je suis partie. J'ai une fille, je voulais lui donner un avenir. Mais la jeune femme n'a pas obtenu l'asile. Diplômée de médecine, elle travaille aujourd'hui à Madrid comme femme de ménage non déclarée. Bientôt régularisée, sa nouvelle vie va pouvoir commencer. Je suis soulagée. C'est une grande opportunité pour moi et mes amis. On va enfin pouvoir travailler légalement. Comme elle, 16 000 Ukrainiens vivant en Espagne pourraient bénéficier de cette mesure. Et pour traiter rapidement les demandes, l'Espagne a mis en place 4 centres dédiés. En 1 heure, ils ont ce premier resguardo avec photo et avec une validité et avec le sceau du ministère de l'Intérieur et la notification de la décision. Après, ils pourront avoir accès à une carte qui documente le fait qu'ils sont légalement en Espagne. Des régularisations massives qui tranchent avec les chiffres des 10 dernières années. Le ratio de réponse favorable pour les Ukrainiens était de 9%. Aujourd'hui, il est quasiment de 100%. Une mesure que cet avocat voudrait voir appliquée à d'autres réfugiés. Ceux qui demandent l'asile ne sont pas uniquement des personnes qui cherchent une vie meilleure. Ce sont surtout des gens qui fuient pour sauver leur vie. Au total, depuis le début du conflit, l'Espagne a régularisé plus de 10 000 Ukrainiens. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie d'avoir été au rendez-vous. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.